Mesdames, Messieurs, bonsoir. 50 chefs d'établissement des universités publiques ont été nommés mercredi 30 janvier dernier. Une décision gouvernementale qui fâche les membres de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin. Nomination des chefs d'établissement dans les universités publiques, une mesure juste, une mesure corrective ou un forcing du gouvernement. Voilà un peu ce que nous allons décortiquer comme sujet au cours de Club Média 7. Invité, Brice Ogoubi, journaliste, rédacteur en chef du quotidien Nouvelle Expression. Bonsoir Brice. Bonsoir Mesmer. Avec vous sur ce plateau, Olivier Alotiémin, journaliste, rédacteur en chef du quotidien L'événement précis. Bonsoir. Bonsoir Mesmer et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Voilà, nous allons démarrer cette émission comme d'habitude avec la revue de presse. La revue est signée Ulvaïs Balogun. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité cette semaine, c'est le démarrage du paiement des rappels de la revalorisation du point indiciaire pour le compte de l'année 2011. La Nation en fait sa manchette. Le président Talon honore sa promesse aux retraités. En effet, nous apprend le journal, les arriérés ont été payés depuis le 30 janvier et les retraités ou leurs ayants droit sont déjà entrés en possession de leurs arriérés. Le Progrès dans la même dynamique titre, Patrice Talon joint l'acte à la parole et explique que c'est une promesse du chef de l'État faite lors de sa présentation des vœux de Nouvel An au peuple béninois. L'événement précis pour sa part écrit « Talon sème la joie dans les cœurs de 23 000 retraités » et précise que si certains retraités n'ont pas eu trace du paiement de leur appel, c'est parce qu'ils ne se sont pas présentés au dernier contrôle physique du Trésor public. Toutefois, ils sont appelés à passer dans les bureaux du Trésor pour se signaler afin d'entrer rapidement dans leurs droits. La presse du jour enchérit, Talon a tenu parole et les retraités jubilent. Le matinal conclut sur le sujet, 23 000 retraités comblés de joie. L'autre sujet abordé par les quotidiens, c'est la nomination en Conseil des ministres des responsables des facultés et écoles des universités nationales. Le révélateur révèle, Université nationale du Bénin, coup de balai dans les écoles et facultés de l'université d'Abomey-Calavi et de l'université de Parakou. L'informateur ajoute que les anciens responsables en fin de mandat sont déchargés. Nouvelle Expression, elle, affiche en manchette les nouveaux doyens de facultés et directeurs d'écoles connus. On peut lire dans le journal que le renouvellement des instances de gouvernance des unités de formation et de recherche des universités publiques est une décision provisoire qui va permettre de prévenir d'éventuels blocages au sein de ces unités d'enseignement en attendant la thérapie du Conseil national de l'éducation dont l'installation est imminente. Et à l'instigateur de trouver que force doit rester aux réformes sous l'égide du Conseil national de l'éducation. Ce journal fait observer qu'il appartient au Conseil national de l'éducation de définir les nouvelles modalités de gouvernance de l'éducation. Et donc les nominations du gouvernement viennent en amont des réformes. Mais Matin Libre pense que le gouvernement fait du forcing et s'interroge jusqu'où iront les enseignants. Ce journal précise que l'annonce de ces nominations a suscité la colère des organisations syndicales selon lesquelles le principe des élections des recteurs et des responsables des universités est un article fondamental auquel les enseignants du supérieur du Bénin restent attachés. Et pour manifester leur désapprobation, les universitaires revêtent leur toge à travers sitting et autres paralysies. Le journal se demande si cela suffit-il pour obliger le gouvernement à se dédire. On parle des facilités offertes aux promoteurs d'entreprises dans le processus de création de leur entreprise. Le Matin écrit, le ministère de l'économie et des finances supprime l'obligation de déclaration d'existence au fisc. C'est l'une des réformes fortes entreprises pour favoriser la création d'entreprises au Bénin et booster le climat des affaires, explique le journal, selon qui les entreprises nouvellement créées n'auront plus à déclarer leur existence légale au service des impôts. Bénin Intelligent titre « Plus de déclaration d'existence au fisc » et précise que par le passé, les entreprises avaient 30 jours pour se déclarer au risque d'essuyer des sanctions lourdes. Désormais, à partir du 1er février 2019, ce frein à l'entrepreneuriat est levé pour le bonheur des promoteurs d'entreprises. Par rapport à l'indice de perception de la corruption, l'événement précis indique que le Bénin gagne un point
points, mais stagne. Ce journal annonce que le rapport 2018 de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption a été rendu public et le Bénin a amélioré sa performance en passant de la note de 39 sur 100 en 2017 à 40 sur 100 en 2018. Fraternité fait savoir alors que le Bénin gagne un point. Cela en raison des efforts consentis par le gouvernement dans la lutte contre la corruption, notamment avec la mise en place d'une législation en la matière et les réformes institutionnelles entreprises au Bénin. Selon le matinal, le Bénin se distingue positivement. L'économiste fait le point dans la sous-région et renseigne que le Bénin est dans le top 3 des pays de l'UEMOA. Diversification des sources d'énergie au Bénin avec Le Matin qui titre en manchette « Signature d'accord de construction d'un oléoduc reliant le Niger et le Bénin ». Talent explore de nouvelles sources d'énergie. D'après ce quotidien, l'ambitieux projet que nourrissent les autorités du Bénin et du Niger est de procéder à la construction d'un oléoduc pour transporter le pétrole brut du Niger au port de Cotonou. Nord-Sud quotidien renchérit, le Bénin s'engage dans la construction d'un oléoduc. Le journal précise que des centrales photovoltaïques, des barrages, des énergies renouvelables, rien n'est laissé de côté tant qu'on peut en tirer des mégawatts pour le délestage zéro au Bénin, ce qui fait dire à Le Potentiel que Talon veut coûte que coûte garantir l'autonomie énergétique. Ce journal explique que le président est très engagé dans sa politique énergétique et c'est ce qui explique qu'aucune source n'est occultée. Fraternité s'intéresse pour sa part à l'approvisionnement en eau potable et titre coopération bilatérale, le fonds cohésion octroie plus de 10 milliards de francs CFA pour l'eau au Bénin. Selon le journal, ce nouvel accord vient témoigner de la bonne santé de la coopération entre le Koweït et le Bénin et contribuera à la réalisation de la vision du régime du nouveau départ, celle de rendre l'eau potable accessible à tous à l'horizon 2021. Le matinal écrit 10 milliards du fonds cohésion pour l'eau. Ce journal précise que cet accord vient compléter le financement des projets relatifs à l'approvisionnement en eau potable en milieu rural dans différentes localités du Bénin. La nation ajoute en manchette 10 milliards de francs CFA pour Bunkumbe, Kové et Zanyanado. Financement du football pour finir avec le championnat national qui reçoit du renfort. La nation titre sponsoring avec le football béninois. Cori Banque Internationale octroie 25 millions de francs CFA à la Fédération béninoise de football. La même information est à lire à la une de Fraternité qui parle de la réussite de l'organisation des championnats de football avec ses 25 millions de francs CFA. Ce dont à la Fédération béninoise de football explique le matinal vient ainsi grandir la famille des sponsors du sport roi au Bénin, preuve que le football renaît petit à petit. Ce sera tout pour l'actualité de cette semaine. Ulvaeus Balogun je suis. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. Nous allons démarrer par la Cour pénale internationale où le président l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé ont été libérés. Alors, dites-nous, quelle vue portez-vous sur les conditions posées avant de les libérer? Bon, c'est des conditions, ma foi, très contraignantes pour la libération. Nous, on avait pensé il y a 2 semaines, lorsque les bruits avaient couru que Gbagbo et Blé Goudé seraient libérés, on avait pensé que ils allaient retourner en Côte d'Ivoire. Mais avec les nouvelles qui sont parvenues le vendredi, la chambre d'appel les a libérés, bien sûr, mais sous condition. Ce qui veut dire qu'ils ne quittent pas le territoire européen. Ils sont même assignés comme à résidence parce que chaque semaine, ils doivent aller dans un commissariat pour déclarer qu'ils sont toujours là. C'est assez contraignant, mais ils sont quand même libres. Et j'ai vu la réaction de Simone Gbagbo, la femme de l'ancien président, de Laurent Gbagbo, qui a été beaucoup plus réservée que dernièrement, parce que effectivement, il ne peut pas rejoindre la Côte d'Ivoire de sitôt. Et il est placé encore sous contrôle judiciaire, et ça va être une joie teintée d'amertume pour ces partisans qui sont très nombreux, qui sont allés manifester à La Haye. Pas de couvre-feu, pas de bracelet électronique. Croyez-vous que ces conditions soient draconiennes, comme le dit Olivier Alochime? Ce sont des conditions contraignantes dénoncées par ses avocats. Et c'est vrai que la décision de la Cour pénale internationale, c'est une décision qui est attendue.
Et c'est aussi une décision politique, hein, finalement, puisque imaginez que Gbagbo rentre directement dans ces conditions-là, avec l'effervescence, l'icône qu'il est redevenu, ça risque de déstabiliser le régime et de mettre à mal certaines dispositions qui étaient prises. De toute façon, la libération de Gbagbo, c'est toujours mieux de rester à l'air libre que de rester en prison. Donc même s'il y a des conditions un peu draconiennes, il va s'y adapter. Pas assez contraignantes, en ce sens qu'il n'y a pas de bracelet électronique. Ils sont libres de leur mouvement. Ils peuvent même sortir nuitamment. On leur dit de ne pas sortir de leur zone communale, mais ils peuvent le faire sans qu'on s'en rende compte. Mais entre nous, on sait que, bon, Gbagbo, c'est Gbagbo. Il aurait préféré être chez lui. Oui. Hein, même si on dit liberté sous condition à Abidjan, c'est encore mieux que d'être contraint de rester sur le territoire européen, ce qui est doublement une humiliation. D'une manière ou d'une autre, c'est une victoire pour Fatou Bensouda, le procureur de la CPI. C'est une victoire pour elle. Parce que quand on avait annoncé la libération, tout le monde se disait, bon, ben, c'est fini, Bensouda, c'est un camouflet pour elle. Et les gens avaient même commencé déjà à douter de la crédibilité de cette cour. Et patatras, avec les dernières décisions, eh bien, la Cour a repris en force. Mais de façon politique, quand on analyse les faits, on se dit que son retour aussi brusque sur la scène en Côte d'Ivoire serait une source de déstabilisation. Quand je regarde les images de Yopougon et autres, surtout Yopougon qui est son fief, le fief de Gbagbo, qui était déjà en ébullition depuis 2 semaines, eh bien, si Gbagbo descendait dans ces conditions, les prochaines élections seront un raz de marée pour son parti. Donc, l'un dans l'autre, ça a mis beaucoup de bémols à l'enthousiasme qu'on a vu, aussi bien à La Haye, hein, pour ses partisans qu'à Abidjan. Bensouda a été claire, hein, parce qu'elle a fait une déclaration. Donc, elle dit qu'elle prend acte de la libération. Elle a attendu la chambre d'appel. Et ensuite, maintenant, elle attend également, parce qu'elle dit que les réserves qu'elle pourrait amener à être apportées, elle attend aussi les conclusions sur lesquelles ils se sont basés pour prononcer sa libération. Donc, c'est un feuilleton à rebondissement. Oui, mais assigner à résidence à l'extérieur, est-ce une façon de les empêcher de se présenter aux élections présidentielles? Ah ben, pour le moment, hein, les élections, c'est pour, je crois, l'année prochaine. Donc, bon, si on les libérait, peut-être que Gbagbo pourrait être candidat. C'est tout à fait plausible. Mais est-ce que jusqu'en 2020, on va les libérer? Ça, c'est un point d'interrogation. Et surtout, si on les libère dans la mouvance des élections, à quelques jours ou à quelques semaines des élections, ça va encore chauffer. Hein? C'est clair que c'est des manœuvres qui, manœuvres dilatoires. Oui. Si elles vont au-delà de 2020, ça arrange Ouattara dans tous les cas. Si on le libère après les échéances de 2020, ça arrange bien Ouattara. Puisqu'il s'agit d'une libération politique, va-t-on les libérer effectivement? Auront-ils la possibilité d'aller au pays avant 2020? Wait and see. Attendons de voir. Wait and see. Alors, nous revenons au pays, où 50 chefs d'établissement des universités nationales du Bénin ont été nommés par le gouvernement. Quelle est votre vue sur cette nomination? Moi, je suis un peu perplexe quand même. Parce que le Conseil national de l'éducation, c'est l'argument utilisé par le gouvernement. Le Conseil national de l'éducation devrait prendre les rênes de la gouvernance du secteur d'ici peu, mais n'est pas encore installé. Donc, on peut supposer que, bon, pour ne pas causer trop de problèmes à ce Conseil, il fallait une mesure transitoire. Bon, ça, c'est ce que le gouvernement a dit et c'est ce qu'il a fait. Mais quand je regarde un peu, moi, pourquoi est-ce qu'on ne confirme pas ceux qui sont là? Le gouvernement parle d'un problème de légitimité de ceux dont les mandats sont déjà arrivés à terme. OK, mais on n'a pas vu de manifestation des enseignants. Les syndicats n'ont pas protesté outre mesure contre ceux dont les mandats sont arrivés à terme. Moi, je ne les ai pas vus, ni les enseignants, ni les étudiants. La communauté universitaire n'a pas manifesté des velléités contre ceux qui sont là. Puisqu'ils sont en fin de mandat, faut-il les laisser continuer?
bon, laisser continuer et gérer la transition. Puisqu'il s'agit d'une période transitoire dont la durée peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, dans tous les cas, nous avons une crise là, une crise entre les syndicats et le gouvernement. On aurait pu gérer en attendant simplement que le Conseil national de l'éducation, qui aura mandat pour voir, pas seulement... Croyez-vous qu'il y ait des intentions derrière ces nominations? C'est pour ça que je suis un peu perplexe, embarrassé. Je n'ai pas toutes les ficelles de cette affaire. Il y a des non-dits qui sont cachés. Moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Le gouvernement n'est-il plus libre de nommer? Ah, absolument, bien sûr. Oh là là, les JFR, les unités de formation et de recherche, voilà. Leurs responsables sont nommés par arrêté, donc à tout moment on peut les gommer. Il n'y a rien à faire, hein. Le gouvernement se trouve dans ses droits. Mais moi je dis que pour une gouvernance apaisée, il aurait fallu aller beaucoup plus posément. Voilà. Merci Olivier Alotiémé. C'est une mesure transitoire en attendant l'installation du Conseil national de l'éducation. Voilà. Mais je crois qu'il y a un manque de dialogue à ce niveau, donc il faut les encourager des deux parties, les syndicats comme le gouvernement, pour expliquer que c'est une mesure en amont, en attendant l'installation du Conseil national de l'éducation. Sinon, on comprend plus ou moins la réaction des enseignants. Ils étaient, pour la plupart, c'est un collège d'enseignants, d'étudiants et de personnel administratif qui les élisait. Donc, ils avaient un cahier de charge. Voilà. Donc, ils étaient beaucoup plus responsables. Ils avaient une mission à accomplir. De là à nommer directement les responsables, les douaniers des facultés, tout comme les directeurs d'école, si je m'en tiens un peu à la critique qui se fait un peu partout, on dit que c'est des gens qui seront à la solde du gouvernement, dont le gouvernement va les contrôler, ils vont manipuler les étudiants. Mais en fait, c'est peut-être un manque d'information. On aurait pu dire que c'est une mesure transitoire en attendant l'installation du CNE. L'intersyndicale des universités, des enseignants des universités nationales du Bénin n'est pas d'accord et dénonce une ingérence politique. Partagez-vous cet avis? Pour le moment, c'est comme ça qu'ils l'ont perçu. Et pour manifester leur mécontentement, ils ont commencé par un sitting. Quelle vue portez-vous sur la nomination de façon effective? Moi, je pense qu'il faut laisser le soin au CNE de trancher. Voilà, donc je n'ai pas d'avis personnel là-dessus. Ensuite, bon, c'est un milieu assez compliqué. Hein. Bon, le monde universitaire, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs travers. Bon, Baptiste Talon est attaché à ces réformes. Et c'est peut-être pour cela que lui, il n'a peut-être pas été politique. Parce que, bon, avoir une telle décision à 2 ou 3 mois des législatives, on pourrait penser que c'est suicidaire. Mais lui, il est réformiste. Lui, il pense que c'est l'avenir qui lui donnerait raison. Donc moi, je pense que le CNE est l'instance qui pourra mieux nous situer d'un instant. Mais la crise est là. Il faut gérer par le dialogue. Oui, certains médias de la place estiment qu'il y avait certaines choses à revoir dans le secteur, raison pour laquelle le gouvernement est intervenu pour faire des nominations. Est-ce pour donc, des mesures correctives? Est-ce pas mesures correctives donc, que le gouvernement a fait ces nominations? Serait-ce pas mesures correctives? Vous savez, l'université a tellement de problèmes. Tellement de problèmes que, pour moi, ces problèmes d'ordre administratif ou transposés dans le domaine politique me semblent être assez minces par rapport à l'immensité. Regardez par exemple, moi j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des neveux et autres qui sont à l'université et qui ont fini la 3e année, la licence depuis 3 ou 4 ans. Et qui n'ont pas encore soutenu leur mémoire de licence pour avoir un diplôme et pouvoir aller travailler. Vous voyez ça? Et donc, ils sont à la maison depuis 3 ou 4 ans, après avoir fait 3 ans d'études, et ils sont à la maison, ils n'ont pas soutenu, et ils ne peuvent pas aller travailler. Et certains sont venus des villages, etc. Ils sont repartis au village, d'autres sont en train de faire des jobs, etc. Regardez, ça, c'est des problèmes très sérieux. Il y a tellement de problèmes que... Oui, très sérieux. C'est vrai. Peut-on considérer alors ces nominations comme un New Deal, un réagissement des circonstances? Non, c'est vrai. C'est vrai que, étant élus par leur père, certains responsables du FR donnaient l'impression d'échapper à l'autorité ministérielle. Pas d'échapper, de narguer l'autorité ministérielle. Donc, l'un dans l'autre, la ministre avait besoin d'avoir
une espèce de marge de manœuvre, de pouvoir, de montrer ces marges de manœuvre pour être respectées, pour tenir la dragée haute dans le secteur. Ça, c'est des problèmes de gouvernance. Mais moi, je dis, les problèmes que moi, je vois tous les jours à l'université sont loin de ces problèmes-là. C'est les problèmes des étudiants qui ont du mal à se former d'abord, dont les diplômes sont bafoués, etc., etc. Vous voyez? Donc, moi, je pense que si le gouvernement a quelque chose de très fort à faire aujourd'hui, c'est d'agir dans l'intérêt des étudiants. Regardez, par exemple, les bus. Hein, les bus ne sont pas fonctionnels actuellement. Hein, le transport universitaire n'est pas fonctionnel. Et les étudiants doivent aller au cours. Ceux qui sont dans les écoles, comme ceux qui sont en faculté, ils doivent aller au cours. Et ils n'ont pas de bus. Comment on fait? Vous voyez, donc des gens doivent quitter Akpakpa, d'autres quitter très loin, etc. Il n'y a pas de transport. Ils doivent prendre Zémidian ou bien taxi. Moi, j'avoue que si moi je devais étudier dans ces conditions, quitter Akpakpa pour choses là, ça va être très difficile. Je serais obligé peut-être d'aller trouver quelque part à Calavi pour pouvoir rester. Donc, c'est des problèmes assez urgents, mais j'ai l'impression qu'on laisse tout ça pour gérer, N'est-ce pas pour régler ces problèmes urgents donc une nouvelle équipe est mise en place? Bon, je suppose que je répète encore que le gouvernement a le droit de faire ce qu'il a fait. Il a le droit. N'est-ce pas une option? Oui, c'est une option. C'est une option, mais qui entraîne une crise. Ça entraîne une crise qui, je ne sais pas comment ça va être réglé actuellement, puisque c'est une confrontation directe des étudiants. On a vu des enseignants d'université mettre leur toge et venir manifester avec tout. On a vu ça maintenant il y a longtemps. Hein? Il y a vraiment longtemps qu'on a vu des enseignants d'université venir manifester en toge devant le ministère et s'asseoir par terre, crier, etc., etc. C'est une période de crise qui est ainsi ouverte. Mais je pense que la ministre pourra trouver une voie de dialogue. C'est ça qu'il faut, en fait, pour ramener la paix et pour ramener la concorde. Parce que les vrais problèmes des étudiants sont ailleurs. Ce n'est pas là. Brice Ogubidi, la nomination donc directe, la désignation par nomination directe des responsables académiques, et en quoi c'est nocif pour l'enseignement supérieur? Ce n'est pas nocif. Mon collègue l'a dit tout à l'heure, le gouvernement a le droit de le faire. Mais ceci dit, ça heurte les habitudes. Voilà. Et toute réforme ne fait pas que des gens qui sont contents, il y a des mécontents. Donc moi je pense que c'est une réaction naturelle, de protection d'abord. Voilà. Et c'est ça qui explique que les enseignants manifestent, qui est sitting. Mais ceci dit, il n'y a qu'une seule option, c'est le dialogue. C'est à Madame la ministre de bien expliquer. Voilà. Je crois que toute réforme suscite des mécontentements. Mais on est à l'heure des réformes. Les réformes, ça n'est pas une personne. Ça attaque aussi le monde des journalistes. Hein. Vous savez, nous, nos contrats sont suspendus depuis 3 ans. Donc, nous nous débrouillons. Mais c'est pour voir clair. C'est pour remettre les choses en ordre. Donc, les réformes dans tous les secteurs. Donc, il faut saluer le courage et l'audace du gouvernement de pousser le mammouth, comme le disait notre ami en France, de pousser le mammouth. Hein. Donc, c'est dur, mais c'est à faire. Vous disiez que ce n'est pas nocif, mais pourquoi tenir aux élections rectorales plutôt que des nominations? Mais c'est parce que c'est considéré comme des acquis, puisqu'il y a longtemps, la coutume s'est installée. Voilà. Maintenant, bousculer cela, même si la réforme elle est juste, même s'il y a des arguments pertinents, souffrir que les gens se dressent un peu, se cabrent. Voilà. Mais je crois que c'est le dialogue qui peut ramener les uns et les autres à la case de départ. Olivier Alexemen, qu'est-ce que les élections rectorales, du moins ceux qui ont travaillé après avoir été élus, qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier à la tête des universités nationales du Bénin? Vous savez, au plan administratif, je suis convaincu que ceux qui ont été élus échappent un peu à l'autorité du ministre. Donc, ça pose un problème. Est-ce qu'on peut même auditer leur gestion? Ça pose un problème. Et selon les informations que moi j'ai, il n'y a pas bonne gestion à l'université. Dans nos universités nationales, il n'y a pas bonne gestion. Il y a des zones d'ombre, des zones d'obscurité. Est-ce que l'État peut aller
auditer cette gestion-là? C'est des questions. Donc, on ne peut pas dire que tout est rose. Mais il faut voir que ce que nous, on a vécu quand on était étudiant, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une transformation presque radicale de la gouvernance de nos universités, la façon dont nous, on était traités à l'époque comme des animaux, des bêtes à abattre. Ça a beaucoup changé. Mais ce qui n'a pas changé, c'est les résultats, les taux d'échec qui sont massifs, surtout en première et en deuxième année, dans toutes les facultés, dans toutes les écoles. C'est ça qui n'a pas changé. Sinon, la gouvernance a vraiment changé. Et les enseignants ont beaucoup plus de soucis d'évoluer dans leur carrière qu'avant. En tout cas, c'est ce que moi j'observe. Avant, quand nous on était encore étudiants, quelqu'un peut venir faire un cours qu'il a donné il y a 20 ans. Aujourd'hui, on voit un véritable renouvellement même du personnel. Et le recteur est plus présent dans les problèmes quotidiens des étudiants qu'avant. Avant, on restait en haut là-bas. Je me rappelle des scènes très, très pénibles, hein, de recteurs qui ont été bastonnés par les étudiants. Si vous vous rappelez un peu, ça a été très pénible à l'époque. Parce que les étudiants estimaient qu'ils faites allusion à un certain Tchédé. Voilà, à l'époque, hein, Lucien. Parce que les étudiants estimaient à l'époque que le recteur dépendait donc de l'autorité politique et qu'il ne les écoutait pas. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Le recteur est obligé d'écouter tout le monde. Les enseignants, les étudiants et le personnel administratif. Donc ça a radicalement changé. Mais en ce qui concerne les résultats de fin d'année, eh bien, beaucoup reste à faire encore. Voilà, donc l'intersyndicale demande au gouvernement de faire reprendre les élections. Mais doit-on s'attendre à ce que le gouvernement se dédise? Il m'est difficile, moi, de porter un jugement de valeur sur le travail des intersyndicat ou des enseignants. Bon, c'est un monde à part. Mais le gouvernement est un gouvernement souverain. Bon, il n'a qu'à assumer sa décision. Voilà, c'est ça. C'est l'autorité de l'État, il n'a qu'à s'assumer. Nous constatons que le gouvernement a pris une décision. Voilà. Et on nous a dit que c'est une mesure transitoire en attendant l'installation du Conseil national de l'éducation. Donc, wait and see. Si le gouvernement refuse de se dédire, ce sera avec ou sans conséquence? Dans tous les cas, moi je pense que le gouvernement ne reculera pas. Il va gérer. Non, le gouvernement ne reculera pas. Il ne faut pas rêver. Hein. Le gouvernement, moi, à la place du gouvernement, à l'heure où on parle là, je ne reculerai pas, quel qu'en soit. Et si c'était une mesure provisoire? Oui, bien sûr, c'est une mesure provisoire. Donc, le gouvernement ne reculera pas. Et reculer même va causer plus de problèmes que d'en résoudre. Donc, ce qui est posé, c'est un acte de gouvernement qui a été posé. Donc, il faut attendre que le Conseil national de l'éducation s'installe et donne les nouvelles orientations à la gouvernance du secteur. Pas seulement pour l'enseignement supérieur, mais pour tout le secteur éducatif en général. Mais c'est une machine qui va prendre du temps pour être mise en route. Donc, ce dont nous parlons, ça, c'est peut-être pas dans un an. Hein, parce que il faut que les membres du Conseil s'installent, qu'ils aient un règlement intérieur, qu'ils aient un mode opératoire, ils aient un siège et tout ça. Donc, ça prend du temps. Et c'est peut-être parti pour durer au moins un an encore, au moins. En tout cas, selon mes perspectives. Mais reculer pour le gouvernement serait une grave erreur actuellement. Puisque l'acte est déjà posé, il faut consommer, hein, et négocier surtout. Il s'agit maintenant de voir les modalités pratiques à travers lesquelles les syndicats pourraient être associés à la nouvelle gouvernance qui va être dessinée. Voilà. Deuxième sujet en page nationale, évacuation sanitaire de Mohamed Attar-Renofo. Alors, qu'est-ce qui a pu militer en faveur d'une telle évacuation, professeur Gobi? Oui, non, je crois que c'est pour tout détenu qui est en situation difficile de maladie, il a le droit de se faire soigner dans la clinique de son choix. Et si la maladie est à un certain niveau, qu'il n'y a pas de spécialiste pour le faire ici, il peut obtenir une évacuation sanitaire. C'est ce qui a été fait, hein, parce que c'est le juge qui a pris une décision dans ce sens pour permettre l'évacuation sanitaire. Moi, j'ai suivi un peu ses déplacements vers les tribunaux. Il était souvent en fauteuil roulant. Bon,
Je me dis que, bon, comme tout humain, il a dû avoir peut-être une aggravation de son mal. Et donc le gouvernement ou bien les instances judiciaires a bien fait de lui permettre d'aller se faire soigner. Ces récentes concessions politiques ont-elles milité en faveur d'une telle évacuation? Plus ou moins. Parce que même s'il n'avait pas fait de concession, on n'allait pas le laisser mourir en prison quand même. Le Bénin est un pays des droits de l'homme. Non, qu'il ait fait des concessions au pouvoir, qu'il n'ait pas fait de concessions, tout détenu malade. Bon, parce que moi, j'ai eu des parents aussi qui étaient malades. La maladie est appréciable, oui. À des degrés divers. Si son médecin ou bien un collège de médecins commis à cet effet estime que c'est suffisamment grave pour qu'on le laisse à se soigner. Et puis il n'est pas libéré. Pendant que vous avez chaud, l'autre peut avoir froid. Oui, il n'est pas libéré. Hein. Donc, ça veut dire que son état de santé est appréciable à des degrés divers. Oui, pendant que vous estimez en tant que médecin qu'il est malade, d'autres peuvent dire qu'il n'est pas assez malade. Oui, mais c'est un collège d'experts. C'est un collège d'experts. Moi, je connais un peu le sujet parce que j'ai des parents qui étaient restés en prison, qu'on a évacués aux États-Unis et en France. Donc, moi, je crois qu'ils ont des raisons pertinentes, suffisamment sérieuses pour permettre l'évacuation. Maintenant, sur le plan politique, c'est autre chose. Merci Brice Ogoubi. Nous allons écouter Olivier Alotivé sur la question. Bon, quand vous parliez là, je souriais parce que il y a une confusion qui est dans la tête de tout le monde. On pense que, bon, Atao ayant été évacué, c'est sûr que c'est le gouvernement qui l'a évacué. Donc, c'est le gouvernement qui a demandé au juge. Ah ben dis donc, vous voyez, c'est grave ce glissement-là. C'est un glissement que tout le monde fait, mais en se disant. C'est pas directement le gouvernement. Ben, c'est pas le gouvernement. Selon moi, c'est la justice qui a estimé, face à des preuves concrètes, qu'il peut bénéficier d'une évacuation sanitaire qui est loin d'être une libération. Mais dans l'opinion, c'est Talon qui ne veut pas que Atao meure en prison. Vous voyez? Donc, c'est comme si l'institution judiciaire est ramenée à la seule posture du gouvernement. C'est comme si le juge qui prend sa décision va consulter le ministre de la Justice. Qu'est-ce que je fais maintenant? Si nous en sommes là, c'est grave pour nous tous. Hein? Moi, je pense qu'on ne doit pas ramener le débat à ce niveau. J'ai eu des gens, moi, qui ont été évacués en prison. C'est-à-dire, ils ont quitté la prison pour aller directement à l'hôpital. Bon, peut-être, en ce moment-là, c'est des gens qui n'avaient aucune attache politique, qui n'ont pas de dossier politique. J'en parle parce que j'ai vécu un cas qui est proche de moi. Et personne ne peut même imaginer qu'à l'époque, c'était Yahi Boni qui avait donné l'ordre, parce que c'était les juges. Et comme l'a dit Brice Ogoubi tout à l'heure, c'est le collège de médecins qui certifie, bien sûr, et puis la procédure est tellement compliquée. Oui, c'est vrai, par le passé, il y a eu des choses, hein, il y a eu beaucoup de choses par le passé. Mais je pense que maintenant, il faut quand même donner un peu foi à nos médecins et surtout à nos juges qui, quand même, sont plus ou moins indépendants des pouvoirs politiques. C'est vrai que, bon, on ne peut pas toujours exclure. Nous sommes dans un pays où tout est politisé. On ne peut pas toujours exclure. Et si jamais quelque chose arrivait, personne ne l'a jamais. Vous finissez par rejoindre un peu ceux qui pensent. Oui, si quelque chose lui arrivait, on allait dire que bon, c'est Talon qui a tué Atao en prison. Et ça va être des raccourcis très faciles, quoi. Alors, Brice Ogoubi, Atao Hunho est condamné à 6 ans d'emprisonnement pour outrage aux forces de l'ordre et fraude. Il est condamné depuis novembre dernier pour 6 ans. Alors, après ces soins, que va-t-il se passer? Va-t-il retourner en prison? Oui, il va retourner en prison. C'est ça. Et en plus, je ne sais pas si ça a changé. Quand il y a évacuation sanitaire, généralement, il y a aussi des agents de force de l'ordre qui accompagnent le détenu dans son lieu de soins. Bon, peut-être qu'au Bénin, comme c'est le Bénin, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il y a des agents de force qui accompagnent, qui restent également, donc il n'est pas libre, hein, il n'est pas libéré. Donc quand les soins sont terminés, ils reviennent. Et puis il y a une direction, la DACP, voilà, une direction qui s'occupe de ça. Et puis les médecins qui sont également en Europe ou bien en Tunisie ou au Maroc, etc., font un rapport au ministère de la Justice sur l'évolution de sa santé. Voilà, maintenant, si ça devra durer 6 mois, voire 1 an, etc., c'est au médecin d'apprécier. Donc normalement, à la fin de ces soins, il revient au pays, sauf s'il y a amnistie, bien s'il y a des mesures
s'il bénéficie de mesures des mesures de la part du président de la République qui peut gracier, bon, qui a amnistié. Bon, Est-ce à espérer que Ator-Winfro bénéficie de mesures souples? Moi, je ne crois pas qu'il viendrait encore se mettre dans les liens de la justice. Je n'y crois pas beaucoup. C'est sûr que ses avocats vont, pendant son absence, travailler à un appel. C'est-à-dire que tant que les avocats n'auraient pas gain de cause, ils continueraient à être malades? Oui, ce sera leur travail en ce moment-là. Ce sera leur travail. Et si on constate là-bas qu'il va mieux, qu'est-ce qui va se passer? Non, vous savez, on se connaît. On se connaît dans ce pays, et surtout les hôpitaux vers lesquels... On se connaît dans ce pays, mais là-bas, c'est pas bon. Non, non. Je connais certains hôpitaux où on évacue les nôtres. Il y a des deals frauduleux, bien sûr, qui se font et qui permettent à certains de faire durer leur évacuation. Il peut être soigné pendant des années. Oui. Ça, j'ai vu ça. Et parfois, ça fait dépenser inutilement l'État. Ça fait partie même des raisons... Dans son cas, il se prend en charge ou pas? Bien sûr que oui. Tant que c'est les médecins qui disent qu'il n'est pas encore guéri, bon, c'est l'État qui est obligé de prendre ça en charge. Mais généralement, les détenus même, là, ils se prennent en charge pour les évacuations sanitaires. Voilà. Mais dans tous les cas, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une fois guéri, même complètement guéri, Ator revienne. Moi, ça m'étonnerait vraiment qu'il rentre alors que l'affaire est encore devant les juridictions et que tout retour serait pour lui un retour à la case prison, quoi. Non, ce serait vraiment... je suis convaincu que ces avocats vont travailler en appel et autres, à faire traîner les choses pour qu'il soit libéré. Rapport 2018 de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption. Le Bénin a engrangé 1 point. Le Bénin, précédemment, qui précédemment avait 39 points, en a désormais 48 100. Que dire de cette performance? Oui, c'est à mettre à l'actif de nouveau départ. Parce que le président de la République, Patrice Talon, à son arrivée, a fait de la lutte contre la corruption de ses créneaux. Bon, on a vu le résultat, beaucoup sont en prison. Les pharmaciens, tout ça, voilà. Donc, 40 points sur 100 contre 39 sur 100. Est-ce véritablement une performance ou une stagnation pour ce pays? Enfin, c'est une performance, parce que sinon on ne l'aurait pas signalé. C'est une performance, c'est mieux que rien. Ça voudrait dire que des efforts étaient faits dans ce sens. Hein. Bon, moi, je n'ai pas apprécié de la pertinence de la lutte contre la perte, qui est évident, hein, pour nous tous. Mais ceci dit, si le gouvernement a fait de ça son credo, bon, il y a des instances au niveau international qui apprécient. Ils ont leur indice d'appréciation. Donc, sur cette base-là, ils doivent apprécier que nous avons fait une percée, il y a de l'avancée. Donc, moi, je pense que c'est à mettre à l'actif du président de la République, même si beaucoup reste à dire, hein, parce que, bon, on n'est toujours pas content quand on est combattu contre la corruption. Donc, ceci dit, il a fait ce qu'il devait faire dans ce sens. Olivier Alochebe, 40 sur 100 contre 39 sur 100. Nous sommes 85e sur 180 États classés. 85e sur 180 États classés. Il n'y a pas performance. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a aucune performance là. Voulez-vous dire que la corruption demeure au Bénin? Oh ben, on est 85e. Voulez-vous dire que... La corruption, elle est là. Elle est là. On est 80. On n'a même pas la moyenne, on n'a pas 50 sur 100. La corruption, là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Moi, j'ai lu le rapport. Ça dépend de la position dans laquelle on se met pour apprécier. Tout à fait. Selon Transparency International, la corruption demeure présente au Bénin. J'ai lu le rapport. Et j'ai même écrit là-dessus. J'ai écrit mon édito de vendredi là-dessus. Et j'ai dit que compte tenu des efforts que le Bénin a consentis ces dernières années, il n'est pas concevable qu'on soit encore là. 85e. Nous ne sommes même pas Alors, à quel niveau situer la corruption au Bénin aujourd'hui? C'est vrai, la corruption a reculé. Sur les axes routiers, par exemple. Ça, c'est clair que la corruption a reculé sur les axes routiers. Il y a un grand travail qui a été fait au niveau de la police républicaine. Et là, je salue en même temps les responsables de cette police-là.
qui ont été à des moments donnés sauvages vis-à-vis de leurs collègues, mais ça a donné le fruit que nous voyons. Mais la grande corruption, est-ce qu'elle a reculé? C'est une grosse question. La grande corruption a-t-elle reculé? Les concours frauduleux dont nous avions parlé entre-temps, oui, on n'en dénombre plus aujourd'hui. Il n'y a plus de concours frauduleux, en tout cas pas à ma connaissance. Mais il y a encore des poches de corruption, de grande corruption. Il y a des gens qui ont volé des milliards dans ce pays et que tout le monde connaît, mais qui sont libres, pendant que ceux qui ont volé des coqs ou des poules sont lynchés par la population. Eux, ils sont là et protégés, pas dessus le marché. Donc c'est ça, ces choses-là, qui font que Transparency International dit que la corruption est encore présente au Bénin. Nous n'avons même pas la moyenne. Nous n'avons pas 50 sur 100. Ce qui a reçu quelque chose est en train d'être fait. Mais c'est quoi ce quelque chose? Qu'est-ce qui milite en faveur de ce point que nous avons engrangé, Brice Ogobi? Même les États les plus riches du monde n'ont pas fini de régler la question de la corruption, même aux États-Unis. Oui, il va se prononcer là-dessus tout à l'heure. Et sur les axes routiers, il a reconnu tout à l'heure. Moi, je souriais quand il disait que... il a reconnu aussi que... Moi, j'ai des expériences où des gens m'ont rapporté que même parfois, on faisait comme on faisait en donnant un peu d'argent aux forces de l'ordre. Ils refusent. Et parfois, même, il y a des agents qui ont porté plainte contre la personne qui a voulu leur donner de l'argent. On n'a jamais vu. Et vous arrivez de les tester? Ah non, moi je trouve que... Moi je ne l'ai jamais fait, je l'ai jamais fait, mais on Ça m'a dépend, rapporté. Peut-être que vous les avez testés. Donc, Oui, ça, Sogobi, tu les testais. c'est une habitude nouvelle, hein. On n'était pas habitué à ça dans le passé, donc il y a eu avancé. Bon, dans l'administration également, hein, les marchés publics également, donc des mesures ont été prises, hein, pour les marchés publics, donc il est difficile de corrompre quelqu'un, voilà. Maintenant, quand mon collègue parle de grands corrompus, je laisse ça sous sa responsabilité, puisque moi je ne connais pas vraiment de ma position, il m'est difficile d'apprécier, mais je me base sur ce que Transparency International a révélé, et je me base également sur la volonté sans faille, et là nous la soutenons, du président Patrice Talon, d'endiguer le phénomène de la corruption. Oui, la corruption endiguée sur la route, ça date de longtemps, ça. Oui. Ça date de plus de 2 ans. Qu'est-ce qui a été fait récemment pour permettre d'avoir ce point supplémentaire? Olivier Alotieba. Oh, bon, c'est sûr que la création de la CRIET en a été pour beaucoup. C'est une avancée. Malgré tout ce que les gens ont dit, que c'est une institution à la solde du gouvernement, etc. Moi, je pense que la CRIET aurait dû être créée depuis longtemps. C'est une bonne institution. J'ai même écrit là-dessus pour dire que ça va révolutionner les mœurs. Si on avait créé ça depuis 1990, il y a longtemps que certains politiciens se seraient cachés depuis longtemps. Donc, ça là, c'est un facteur majeur d'avancée. Et c'est pour ça que je dis que la position du Bénin ne me plaît pas. Même si on est troisième dans l'UEMOA, ça ne me plaît pas. Je veux que nous soyons dans les 50 premiers à travers le monde. Ceux qui sont premiers n'ont pas de tête. Hein, c'est des États comme nous. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, il y a la grande corruption ailleurs aussi. Hein. Il y a la grande corruption en Chine, il y en a en France, il y en a aux États-Unis. Mais la différence, c'est que quand on vous prend, eh ben dis donc, vous avez vu ce qui arrive à Carlos Ghosn au Japon actuellement? C'est terrible. Un grand patron qui gagne des milliards par mois, qui est réduit à l'état comment dire, justiciable ordinaire. C'est ça qu'il faut pour ce pays. Et il faut changer la constitution du Bénin. Il faut une révision constitutionnelle qui permette aux juridictions ordinaires de prendre en charge ministres, députés et autres, tant qu'ils ont trempé dans des affaires louches. C'est ça. Tant qu'on sera en train de protéger les acteurs politiques, nous n'allons pas décoller de 85e. Vous voyez, nous sommes en train d'imiter le Rwanda. Mais prenez le cas de IFCC. IFCC, c'est un peu le correspondant de la CRIET au Nigeria. IFCC au Nigeria est capable, parce qu'elle a une police en bonne et due forme, est capable d'aller prendre un ministre en fonction au Nigeria à côté. Nigeria qui a été pendant longtemps la tête de proue des pays corrompus du monde. IFCC est capable d'aller
prendre un ministre, même en fonction, tant qu'elle est convaincue que ce ministre a trempé dans des affaires louches. Est-ce qu'on peut faire ça au Bénin? Si on fait ça au Bénin, oh là là, vous suivez le procès, ICC. Il y a des gens, quand on entend leur nom, on dit non, c'est acharnement politique. Tant que c'est des menus frétins, c'est bon, on peut s'acharner contre eux. Mais quand c'est les gros bonnets, non, c'est acharnement politique. Pourquoi? Il y a des précédents. Oui, il faut que à partir du passé. Voilà, il faut que tant que nous n'allons pas permettre qu'on poursuive tout le monde au même titre. Moi, je suis pour que les juridictions ordinaires, comme dans les pays qui sont premières, les juridictions ordinaires doivent s'occuper de tout le monde. Vous entendre, la création de la criette est une bonne chose. Cela a sûrement permis au Bénin d'engranger ce point-là. Absolument. Mais il faut une révision constitutionnelle. Il y a un recours en inconstitutionnalité. Oui. Et puis, aujourd'hui, toute la presse dit que les avocats ont raison. La Cour donne raison aux avocats. Vous savez de quoi je parle? Quelles en sont les implications? Non, ça n'a pas d'implication en tant que telle. La loi en elle-même n'est pas en cause. Certains se demandent si... C'est un seul alinéa qui dit que en cas de, je crois, de non-lieu, en tout cas, ça ne remet pas en cause... Certains se demandent si on ne va pas assister à la disparition de la criette. Jamais. Impossible. Au contraire. Moi, je dis que c'est un alinéa, et ce n'est pas la première fois en plus que la Cour constitutionnelle est revenue sur une loi qu'elle avait par le passé déclarée constitutionnelle. Ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez la polémique qu'on a eue sur le code de la famille. La même Cour est revenue sur sa propre décision. Donc, ce n'est pas la première fois. Ça n'entraînera rien sur l'existence ou non de la criette. C'est une bonne chose que la criette continue à agir tant que ces juges sont indépendants et ne sont pas des vassaux du ministère de la Justice. Sur le sujet, Brice Goubier, vous voulez ajouter quelque chose? La performance, je maintiens qu'il y a une avancée dans la lutte contre la corruption. Et c'est dû à quoi? C'est dû sans doute à la naissance de la criette, même si elle est décriée. Mais aussi, n'oublions pas aussi que les tribunaux ordinaires faisaient un travail déjà avant l'existence de la criette. Ils faisaient un travail plus ou moins appréciable. Voilà. Il parlait de Carlos Ghosn au Japon. Il disait que quand l'équivalent de la criette au Nigeria qui peut interpeller le ministre, la volonté ne manque pas non plus au Bénin, mais c'est les tests. Un ministre ne peut pas interpeller le ministre sans qu'il passe par la haute cour de justice, etc., etc. Donc, il faut changer les tests, donc c'est compliqué. Donc, chaque pays a son histoire, a sa sociologie, a sa culture et ses instruments juridictionnels. Donc, de ce point de vue, il faut déjà apprécier ce qui est fait et souhaiter qu'on aille le plus loin possible. Maintenant, par rapport à l'alinéa dont on a fait, ça ne remet pas en cause l'existence de la criette. Voilà. Bon, c'est normal qu'une loi qui est votée, dans l'effervescence, c'est passé. Et puis à la pratique, on remarque que ça crée un dysfonctionnement. On porte devant la haute cour et puis la haute cour corrige. Voilà. Il faut attendre un amendement. Voilà. Donc moi, je pense que ce qui est fait n'est pas mal. Il faut aller le plus loin possible. Alors, un mot final, ça va porter sur un autre sujet. Mathurin Kofinago ne sera pas candidat aux prochaines législatives. Qu'est-ce qui peut l'amener à prendre une telle décision, selon vous? Le président Nago, quand même, ça fait au moins 3 législatures d'affilée. Peut-être qu'il est un peu fatigué. Peut-être qu'il sent que Talon ne va pas renouveler son soutien. Parce qu'il veut quand même Talon. Il veut des gens qu'il peut tenir, ce qui est légitime. Oui. Ce qui est légitime pour un chef d'État, c'est d'avoir des députés à qui il peut donner des ordres. C'est normal. Voilà, donc il a senti venir le vent et il a esquivé. Mais il ne quitte pas la scène politique. Il dit qu'il ne sera pas candidat seulement pour les législatives, mais il ne quitte pas la scène politique. C'est une nuance et elle est d'importance. Peut-être aussi qu'on lui a promis un strapontin, n'est-ce pas? Il y a plein d'institutions. Pas forcément un strapontin, peut-être mieux. Bien sûr, oui, c'est une façon de parler. Peut-être qu'on lui a promis quelque chose qui est plus important que ce chose-là. Il n'y a pas que le poste de député, il y a d'autres postes qu'il peut occuper. Et compte tenu pour avoir été président de l'Assemblée nationale, voilà. Est-ce qu'il faut qu'il aille à l'Assemblée tout le temps, comme certains, comme tout député? Voilà, donc, en tout cas, nous, on a titré
que sa prochaine destination pourrait être la médiation de la République. Voilà, on a mis point d'interrogation. Voilà. Vous le dites. Nous avons des sources. Fort de quelle information? Non, bon, les journalistes ne révèlent pas ces sources. C'est le BABA. Non, je ne demande pas la source. Non. Fort de quelle information? Qu'est-ce qui vous amène à le dire? Il a été déjà 2 fois président de l'Assemblée nationale. Il a été ministre de l'Éducation, de l'enseignement supérieur. Bon. Il a été déjà député plusieurs fois. Bon. Qui laisse la place à d'autres pour... Et puis, dans sa circonscription, il n'y a pas beaucoup de place non plus. Hein. Voilà, il y a des jeunes qui sont là. Il a un ministre du gouvernement, Kakoumba Ougnou, etc. Donc, bref, je pense que c'est une décision sage. Hein. Si c'est lui-même qui a pris cette décision, elle est sage. Bon, de laisser la place aux autres, quoi. Bon, maintenant, ceci dit, si le gouvernement voudrait le garder et l'envoyer à d'autres postes, il y a des possibilités. Il y a le poste de médiateur de la République qui est vacant depuis un moment. Il y a le Conseil économique et social aussi qui sera vacant d'ici à quelques mois. Donc il y a d'autres possibilités. Hein. Donc ce n'est pas une retraite forcée forcément. C'est peut-être un acte de sagesse qu'il faut saluer. Vous confirmez cela? Oui, c'est un acte de sagesse. Et j'ai même écrit là-dessus. J'ai dit que c'est un acte de sagesse qui nous différencie, et qui le différencie, je veux dire, de tous ceux qui ont pris l'Assemblée nationale comme la palmeraie de leur grand-père. Voilà. Olivier Alotiémé, journaliste, rédacteur en chef du quotidien L'événement précis. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi. Vous étiez donc avec Brice Ogoubi, journaliste, rédacteur en chef du quotidien Nouvelle Expression, mon ancien condisciple. Merci. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Portez-vous bien. Bye bye. Merci.